Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la dernière partie, la quatrième partie du cours des pompes. Alors, c'est les pompes centrifuges. Donc, la deuxième grande catégorie. Donc, on a terminé avec les pompes volumétriques. Alors, les pompes centrifuges, on a vu qu'il n'y avait pas des catégories. مش كيما le volumétrique. Le volumétrique, شفنا le rotatif ou l'alternatif. Le centrifuge, ما كانش. كاين غير les pompes centrifuges. Alors, le principe de base de fonctionnement des pompes centrifuges repose sur la mise en rotation d'un fluide. Donc, à pomper en faisant circuler le liquide dans une roue tournant à une vitesse plus ou moins élevée. D'accord? Donc, on va la vitesse de rotation de la pompe pour faire circuler notre liquide. Alors, le fluide est admis au centre de la roue. Donc, le centre de la roue, le dessin, on l'appelle lui, d'accord? Avec une pression dite pression d'aspiration. Donc, c'est-à-dire c'est la pression d'entrée, où il est repris par les os de la roue. Donc, la roue est dit où on va avoir bien sûr le mouvement de rotation, on l'appelle bien sûr la roue où on a des os. Alors, lors de la mise en rotation et le déplacement du liquide vers la périphérie de la roue, alors sa vitesse et son énergie cinétique augmentent bien sûr. Alors, bien sûr, avec le système de rotation vers la périphérie de la roue, la vitesse et bien sûr, quand je dis la vitesse, ça sera l'énergie cinétique le fluide qui va augmenter. Alors ça, c'est un dessin de la pompe centrifuge. Donc, on a idée comme un lien, tu as une vidéo pour voir comment le mouvement se fait pour une pompe centrifuge. Donc, comme lui, elle est au niveau du point B. Donc, lui, tu as la roue. Donc, là, c'est la roue. Comme tu vois, ça, c'est les obâches. D'accord? Ça, c'est les obâches. Alors, bien sûr, on a orifice. Donc, c'est le sens, bien sûr, de rotation. Donc, c'est un sens qui est le contraire du sens horaire. D'accord? Donc, on a le liquide qui va pénétrer par l'orifice d'aspiration. D'accord? Donc, il va se déplacer, bien sûr, vers la périphérie de la roue, c'est-à-dire les aubages. Donc, automatiquement, chaque aubage, il va automatiquement pousser le liquide. Donc, quand il va pousser le liquide, la vitesse, bien sûr, le déplacement du liquide et son énergie cinétique va augmenter en fonction du temps jusqu'à sortir par, bien sûr, l'orifice de sortie. Donc là, vous voyez que c'est un principe très simple par rapport, bien sûr, si on va comparer aux pompes volumétriques, soit rotatifs ou là, alternatifs. Donc là, le principe de fonctionnement, il est trop simple. Même le principe de construction pardon, des pompes centrifuges, c'est un principe trop simple par rapport aux pompes volumétriques. Donc là, on va voir les avantages et les inconvénients de ces pompes, c'est-à-dire les pompes centrifuges. Donc, c'est des machines de construction simple, ce que j'ai dit, donc plus compacte parce qu'elle n'a une roue fait les aubages, donc elle est compacte, d'accord? Par rapport, si on va la comparer, les machines ou les pompes volumétriques. L'utilisation, bien sûr, elle est facile, elle est peu coûteuse, c'est-à-dire elle ne va pas consommer assez d'argent et l'utilisation, elle est très facile. Donc, on a juste une roue et les aubages qui va faire circuler le liquide. Alors, le rendement est souvent meilleur que celui des volumétriques, tout simplement parce que le principe, il est simple. Donc, automatiquement, on va avoir un rendement plus élevé par rapport à la pompe volumétrique. Alors, là, l'inconvénient, c'est que c'est impossible de faire circuler les liquides qui sont trop visqueux. Pourquoi? Parce que là, le déplacement du liquide, si on va revenir, donc on a un déplacement du liquide qui se fait juste en système de rotation, d'accord? Et bien sûr, là, si on va voir que le liquide se déplace d'une manière de rotation au niveau de la roue et les aubages, si on a un liquide qui est trop visqueux, là, à un certain moment, il va automatiquement, je vais avoir que la vitesse va diminuer. Et là, on a dit que le principe de fonctionnement, c'est que vous avez le déplacement du liquide de l'orifice d'aspiration jusqu'à l'orifice de refoulement. Automatiquement, on va avoir que le liquide va se déplacer entre les aubages et à chaque fois l'aubage, les aubages vont refouler le liquide. Pourquoi? Parce que les aubages sont en train de tourner. Donc, et quand ils vont refouler le liquide, la vitesse va augmenter et l'énergie cinétique va augmenter du liquide. Donc, si on a un liquide trop visqueux, on va se retrouver à un certain moment, il va être bloqué au niveau de la pompe. Donc, c'est impossible. Donc, ça, c'est parmi les inconvénients. Impossible d'utiliser une pompe centrifuge pour faire circuler un liquide qui est trop
visqueux. Alors aussi, là, on va avoir une production de pression différentielle peu élevée. Parce qu'au début, quand on a vu le graphe, là, on a montré delta P en fonction du débit volumétrique, l'utilisation des deux grandes catégories des pompes centrifuges et volumétriques. On a vu que pour les pompes volumétriques, on avait besoin d'une delta P importante et pour les pompes centrifuges, on avait besoin d'un débit important. Donc, si vous remarquez sur le graphe, vous revenez sur la première vidéo, vous allez voir que la delta P, elle atteint au maximum 10 bars. Donc, on ne peut pas accéder au-delà de 10 bars pour les pompes centrifuges. Alors là, en général, on va parler des caractéristiques des pompes, soit centrifuges, soit volumétriques. Alors, parmi les caractéristiques des pompes qu'on doit avoir, c'est ce qu'on appelle la HMT, d'accord? Ce qu'on appelle la hauteur manométrique totale. Alors, cette hauteur manométrique totale, elle est généralement en fonction du débit, d'accord? C'est-à-dire en fonction du débit volumique. On a la deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la NSPH, c'est Net Positive Suction Head. Alors, le NSPH, ça, c'est une caractéristique des pompes. Alors, on a deux types. On a ce qu'on appelle le requis et le disponible, d'accord? Alors, le requis et le disponible, on appelle aussi donné, d'accord? Alors, généralement, le fournisseur, quand il va vous donner une pompe, il va construire une pompe, vous allez l'acheter. Vous allez l'acheter, bien sûr, avec son catalogue. Alors, dans le catalogue, généralement, pour chaque pompe, on trouve la valeur de NSPH requis. D'accord? Et généralement, elle est donnée sous forme de courbe. Et on va voir dans la fiche de TD. Elle est donnée, je l'ai donnée dans l'exercice numéro 1, dans la première fiche de TD. Vous avez vu que la courbe, elle donne un NSPH requis en fonction du débit volumique aussi. D'accord? Donc là, on peut, et le NSPH disponible ou bien donné, on va voir au niveau du cours, en présentiel, comment on fait la démonstration pour trouver la formule pour calculer le NSPH donné. Pas le requis. Le requis, il est donné par le fournisseur ou bien le constructeur de la pompe. Alors, troisième caractéristique, c'est la puissance. Bien sûr, là, quand on a une pompe, c'est une machine. Donc, on a dit dans la première diapo, on a dit qu'on doit avoir des machines avec une haute performance. Donc, on doit avoir une puissance importante. Aussi, la puissance, elle est donnée en fonction du débit, d'accord? Et la quatrième caractéristique des pompes, bien sûr, c'est le rendement. Quand on parle de puissance, on va parler de rendement et on n'a jamais une machine qui travaille avec un rendement de 100%. Donc, on a toujours un rendement qui est inférieur à 100%. Alors, à peu près toutes ces caractéristiques, on va les développer au niveau du cours présentiel, c'est-à-dire on va faire les démonstrations pour démontrer comment on calcule la HMT, comment on calcule la NSPH, comment on calcule la puissance et le rendement. Alors là, ce que je vais donner dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle la pression différentielle engendrée par la pompe, d'accord? C'est ce qu'on va développer aussi au niveau du cours présentiel. Alors, si on va prendre une installation, alors cette installation, bien sûr, elle est là. Donc là, on a un réservoir. Donc là, je vais faciliter le cours de demain en présentiel. Donc là, ce qui est là, c'est la pompe, d'accord? Alors là, c'est l'entrée de la pompe et là, c'est la sortie de la pompe. Là, c'est la conduite d'aspiration. Celui-là, on l'appelle le réservoir de collecte ou bien le réservoir de départ. Là, c'est la canalisation ou bien la conduite de refoulement. Et celui-là, c'est le réservoir de collecte. Donc, je répète, ici, on a la pompe, d'accord? Là, c'est l'entrée de la pompe et ici, c'est la sortie de la pompe. Cette conduite, on l'appelle la conduite d'aspiration, d'accord? Donc, elle va aspirer automatiquement le liquide à partir de cette canalisation du réservoir de départ, d'accord, ou bien d'entrée. Ensuite, elle va refouler au point S. Donc, le point E, c'est l'entrée et le point S, c'est la sortie. Donc, au point S, on va avoir le refoulement et ça, c'est la conduite de refoulement ou bien la canalisation de refoulement. Bien sûr, on va faire le refoulement au niveau d'un réservoir qu'on appelle le réservoir de collecte. Alors, bien sûr, le débit, c'est quoi? Le débit, c'est une variation, bien sûr, de volume en fonction du temps. D'accord? Ouais, ben, unité de temps. Alors l'installation, donc on va prendre en considération une pompe qui tourne à vitesse constante, d'accord? Alors, elle va automatiquement élever un liquide contenu dans un réservoir inférieur, ce qu'on appelait le réservoir de départ, d'accord? Et va le rejeter dans un réservoir supérieur qu'on a appelé réservoir de collecte. Alors, entre le point A et le point E, le fluide s'élève par aspiration. On dit que la pompe travaille à l'aspiration. Alors, le point A, c'est ça.
D'accord? Et ça, c'est le point E. D'accord? Donc ça, c'est le point A. Donc vous voyez, là, c'est le point A. OK? Non. Donc là, c'est le point A. Donc, d'accord? Et ça, c'est le point E. C'est-à-dire, on a, bien sûr, l'entrée de la pompe. D'accord? Alors, entre le point A et le point E, on dit que la pompe travaille en aspiration. Ensuite, entre le point S et le point B, là, on dit qu'on a refoulement. Alors, le point S et le point B, donc, le point S, et ça, c'est le point B, c'est-à-dire où il m'a dit le refoulement. D'accord? Donc, entre le point S et le point B, on dit que la pompe travaille en refoulement, c'est-à-dire elle va refouler. Alors, ce qu'on va essayer de calculer demain, en présentiel, on va essayer de calculer la différentielle de pression, d'accord? Ou bien la différence de pression, bien sûr, cette delta P, c'est quoi? C'est la pression de la sortie moins la pression à l'entrée, c'est-à-dire PS moins PE, c'est-à-dire la pression à la sortie de la pompe moins la pression à l'entrée de la pompe, c'est ce qu'on va développer en présentiel. Alors la hauteur manométrique totale à HMT, alors c'est quoi? C'est la force qui permet le transport du fluide dans la tuyauterie et son utilisation au point le plus élevé de l'installation. Donc c'est la définition de la HMT. La HMT requise pour un circuit et un débit donné correspond à l'énergie, bien sûr en joules par mètre cube de fluide. Alors, bien sûr, l'unité équivalente à joule par mètre cube, si on fait le calcul dimensionnel, c'est quoi? C'est une unité de pression. Donc, c'est le pascal. Alors, pour vaincre quoi? Pour vaincre les forces de pression entre le point A et le point B. D'accord? Et ça, généralement, vaincre les forces de pression, c'est bien sûr les forces de pression au niveau du point A et B, au niveau de. Donc, A, voilà. D'accord? Le point A et le point B. D'accord? Donc, on voit le point A et le point B. Alors, bien sûr, pour élever le fluide du point A au point B, et pour vaincre aussi ce qu'on appelle les pertes de charge, parce que là, on a un déplacement, c'est un liquide, d'accord? Donc, on a les pertes de charge qui sont dues au frottement du liquide, bien sûr, entre le point A et le point B. Et bien sûr, pour accroître éventuellement la vitesse du fluide entre le point A et le point B, parce que c'est ça l'utilisation, c'est faire augmenter la vitesse du fluide. Alors, ceci va se traduire en mètres de colonne d'eau. Donc, dans le présentiel, on va faire la démonstration et on va voir pourquoi c'est égal l'unité de la HMT en mètres colonne d'eau. Alors, jusque dina en mètres de colonne d'eau, c'est comme si on a pris en considération que le fluide qui circule au niveau de la pompe, c'est l'eau. Alors, des fois, on n'a pas l'eau. Donc là, je vais expliquer en présentiel comment on arrive à convertir la hauteur manométrique HMT mètre colonne d'eau, mètre colonne fluide, c'est-à-dire si on a l'huile, par exemple, mètre de colonne l'huile. Alors bien sûr, pour calculer la HMT, même pour calculer la delta P ici, d'accord, on va utiliser l'équation généralisée de Bernoulli, d'accord? Donc ça, on va le faire en présentiel. On va calculer la delta P, on va faire la démonstration pour calculer la HMT. Là, c'est l'exercice d'application. Donc, on va le faire quand on va faire la démonstration. On va faire sortir, elle est égale à quoi la HMT. Donc, on va faire cet exercice d'application. D'accord? Alors, troisième caractéristique, c'est ce qu'on appelle le NPSH. D'accord? Alors, Net Positive Suction Head. Alors, une pompe possède une capacité maximum d'aspiration qui est la valeur du vide qu'elle peut produire. Alors, cette caractéristique varie suivant le type et la conception technique de la pompe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque fournisseur, automatiquement, tout dépend des caractéristiques de la pompe, comment il l'a conçue. On va avoir, bien sûr, une valeur de NPSH différente. Alors, théoriquement, la hauteur maximale d'aspiration dans une cavité où règne le vide absolu est égale à la pression atmosphérique. C'est-à-dire, généralement, là, c'est 1013 millibars ou bien 101 325, bien sûr, pascal. Au niveau de la mer, bien sûr, on va voir que la hauteur, elle est de 10,33 mètres de colonne d'eau, c'est-à-dire pour un bar, si on veut, ou une atmosphère, on va trouver que la hauteur correspondante, c'est 10,33 mètres de colonne d'eau. On va la démontrer en présentiel, d'accord? Donc, elle diminue progressivement quand l'altitude augmente, bien sûr. Alors, bien sûr,
la hauteur تاعنا كل ما elle va bien sûr cette valeur de NPSH diminue et on va la voir en exercice 1. D'accord, en exercice 1, on va prouver dans les réponses de nos questions que si on va avoir une valeur de hauteur de la pompe qui est importante, la valeur de NPSH, elle va diminuer. Alors en réalité, cette hauteur est limitée, d'accord, bien sûr, non seulement par les pertes de charge dans la conduite, parce qu'on a des pertes de charge qui sont dues aux forces de frottement du liquide, d'accord, au niveau de les canalisations, d'accord, mais également par les propriétés physiques à chaque type de liquide, c'est-à-dire si on a l'eau, c'est pas comme l'huile, c'est pas la même chose bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est le NPSH? Le NPSH est simplement une mesure permettant de quantifier la hauteur manométrique d'aspiration disponible pour éviter la vaporisation au niveau le plus bas de la pression dans la pompe. Alors, c'est-à-dire quand on va calculer le NPSH, on va trouver quelle est la valeur maximale qu'on peut avoir de débit pour ne pas avoir une vaporisation du liquide. Alors, si on va avoir une vaporisation du liquide à l'intérieur de la pompe, ça va causer un très grand problème et ce problème, il est appelé bien sûr ce qu'on appelle la cavitation. D'accord? C'est ce qu'on va voir. Alors, à une température donnée, un liquide à une pression d'ébullition bien donnée correspond bien sûr à sa tension de vapeur, donc on l'appelle la pression de vapeur saturante. Alors, si la pression est en un point de ce liquide devient inférieure à la tension de vapeur, il entre en ébullition. Donc, il se passe bien sûr des vapeurs. Alors, le NPSH requis est une donnée fournie par le constructeur, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est généralement donné sous forme de courbe en fonction du débit. Alors, dernière remarque ou bien dernier point au niveau de la vidéo ou bien du cours pompe, alors c'est ce qu'on appelle le problème de cavitation. Alors c'est un terme employé pour décrire un phénomène qui se produit dans une pompe quand le NPSH est insuffisamment disponible. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression du liquide est réduite à une valeur égale ou inférieure à sa pression de vapeur saturante. Donc là, on va avoir automatiquement les petites bulles ou des poches, on dit des fois soit on dit des petites bulles et des fois on dit des poches de vapeur de notre liquide qui commencent à se former. Alors, qu'est-ce que ça va causer? Généralement, c'est le bruit d'accompagnement est le moyen le plus facile pour identifier la cavitation. Alors, c'est comme si votre pompe elle est en train de tourner dans le vide. Donc, elle va causer directement un bruit. Donc, généralement, l'opérateur, quand il entend que la pompe elle est en train de faire un certain bruit, donc là, il va détecter qu'on a un problème de cavitation. Ou bien, la vibration. Alors, des fois, elle commence à vibrer. Donc, je vais avoir des vibrations. Donc, la vibration et les dommages mécaniques tels que la défaillance de roulement peuvent également se produire en raison du fonctionnement dans la cavitation. Donc, là, des fois, soit on a le bruit, soit carrément on aura des vibrations au niveau de la pompe. Alors, le seul moyen d'empêcher les effets indésirables de la cavitation qui peut bien sûr se produire, c'est de s'assurer que notre NPSH disponible ou bien donné dans le système est plus élevé que le NPSH requis par la pompe. D'accord? Et on a dit que le NPSH requis est une valeur ou bien une caractéristique donnée par le constructeur. Donc, on doit se mettre à des conditions de débit de telle manière que notre NPSH disponible doit être supérieur au NPSH requis. Alors, le circuit de refoulement n'intervient pas dans les problèmes, bien sûr, de cavitation. Il ne faut jamais placer de vanne de réglage ou de vanne d'isolement sur la conduite d'aspiration. Alors là, dans le présentiel, on va essayer de dessiner, bien sûr, le graphe du NPSH et on va se mettre dans une marge de sécurité que toujours on doit avoir. Le NPSH disponible doit être supérieur au NPSH requis plus une marge de sécurité de 0,5. D'accord? Là, on va se mettre dans une région, on l'appelle, ou bien dans une zone, on appelle zone de travail. D'accord? Donc c'est ça, on a terminé le cours.